Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Lelièvre. Claude Lelièvre, bonjour. Bonjour. Alors, Claude Lelièvre, vous êtes chercheur, professeur d'université. Vous avez été, et vous êtes toujours, philosophe et historien de l'éducation. Alors, avant de commencer à entrer dans le cheminement de votre pensée et de votre démarche, Claude Lelièvre, allez, 3 événements qui permettent de comprendre qui vous êtes et d'où vous parlez. Bien d'abord, un premier événement, extrêmement important, c'est le succès au concours d'entrée à l'école normale Charleville, école normale primaire, qui m'a permis de continuer mes études, sans quoi je devais les interrompre brutalement pour des raisons financières. J'ai donc connu ce qu'on appelle le primaire supérieur, et c'est beaucoup compté dans ma réflexion. Deuxième événement, c'est, après avoir fait des études de lettres, je suis lancé à une préparation à l'agrégation de philo, et à ma grande surprise, je l'ai eu, mais c'était ma grande passion, mon hobby. Et ensuite, j'ai fait une thèse d'État sous la direction de Georges Miders, qui était une thèse d'État de type philosophie politique, mais au fur et à mesure, cette thèse d'État philosophie politique est devenue une thèse d'État d'histoire, histoire de politique scolaire. Et finalement, ça m'a permis d'entrer à poste à la Sorbonne, d'histoire de l'éducation, en sciences de l'éducation. J'y suis toujours, et j'ai développé une réflexion surtout du côté des politiques scolaires. On va commencer peut-être par celui qui est la grande figure de la politique scolaire en France, auquel vous vous êtes intéressé, Jules Ferry. Et un de vos ouvrages, un de vos ouvrages clés, c'est La République n'éduquera plus, que vous avez écrit avec Christian Nick, dans lequel vous opposez la figure Jules Ferry et la figure de Condorcet. Alors d'abord un mot sur Jules Ferry. Pourquoi Jules Ferry occupe-t-il dans notre mythologie nationale une place si importante que tout le monde s'en revendique et tout le monde le cite? Alors c'est d'autant plus surprenant que de son vivant, ça a été une figure extrêmement honnie, y compris dans son propre camp. Et maintenant, c'est une figure consensuelle. Quoi, les choses évoluent, et je ne sais pas si l'histoire lui a rendu justice, parce que d'une certaine manière, moi, je suis toujours très partagé par rapport à la figure de Jules Ferry, mais c'est une figure assez centrale, il faut bien le reconnaître quand même, parce que au fond, paradoxalement, il achève la centralisation de l'école en France. Et comme il achève le processus, on le voit quasiment comme un fondateur. Alors il achève un processus qui commence avec la Révolution française. Il commence avec la Révolution française, ça ferme, solidifie avec Napoléon. Ensuite avec Guizot. Napoléon, les lycées, c'est le secondaire public masculin. Avec Guizot, c'est une école d'État au niveau primaire pour les garçons. Alors Guizot, c'est celui qui, pour la première fois, a mis en place le bulletin officiel de l'éducation nationale, qui a créé les corps d'inspection, c'est-à-dire qui a structuré un système qui est largement le nôtre encore aujourd'hui. Les corps d'inspection du primaire. Les corps d'inspection du primaire. Parce qu'à chaque fois, il faut bien voir qu'il y a une continuité extraordinaire. Nous avons Napoléon qui met en place la forte armature des lycées avec la création d'inspection générale et d'une école normale supérieure pour former les professeurs d'élite de lycée. Ensuite, nous avons Guizot qui met en place les inspecteurs primaires d'État pour les écoles communales et qui crée qui rend obligatoire les écoles communales de garçons et crée les écoles normales primaires de garçons. Et nous avons finalement, avec Ferry, l'achèvement du processus. Lui, il n'a pas à créer de nouvelles inspections, mais il les étend et il s'occupe des filles d'une certaine manière, puisque nous avons la généralisation des écoles normales de filles et nous avons la création d'un secondaire féminin. Et au fond, il est toujours de façon centralisée. Et là, le processus est achevé, du point de vue-là, et on croit qu'il est fondateur. Il est fondateur, en fait, sur autre chose, qui est la question de la laïcité et qui est la question de former des républiques. C'est une autre question, ne doit pas être confondue. Alors, Jules Ferry, c'est le premier à avoir systématisé l'enseignement en direction... Ah, tout à fait. Il systématise, généralise, centralise. Cela dit, il faut faire attention. Les filles étaient déjà presque toutes à l'école au moment où Jules Ferry légifère. Ce qu'il fait, c'est de essayer de prendre en main l'éducation des filles qui était essentiellement dans les mains de l'Église. Voilà. Et on dit même qu'à l'époque de Jules Ferry, le lire, écrire, compter n'était pas systématique, mais était déjà largement installé, qu'une grande partie de la population accédait à ces savoirs de base. Donc Jules Ferry, en quelque sorte, institutionnalise le fait que c'est l'État qui garantit l'accès à ces savoirs de base. Et l'État, il crée des écoles normales, pas d'abord pour des raisons pédagogiques, mais pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire pour lutter contre l'influence de l'Église. Oui, il dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit, dans les cours normaux, il y avait des cours normaux, c'était dans CEDUFM, il dit, dans les cours normaux, qui n'avaient pas d'internat, on forme d'honorables individualités enseignantes. Mais si vous voulez avoir un corps enseignant sous la surveillance de l'État, qui va dans le sens de l'État républicain, alors vous devez former des écoles normales de filles. Donc il s'agit de prendre en main idéologiquement et culturellement l'éducation.
Et aussi l'éducation des filles d'élite. Et alors là, il crée de toutes pièces un secondaire féminin. Alors, un secondaire féminin, le secondaire masculin existe déjà, l'école primaire se structure et s'unifie, et derrière tout ça, une idéologie extrêmement forte. C'est un des points que vous soulignez dans vos ouvrages. Jules Ferry est un laïc pur et dur, un laïc combattant, pas un laïc de la neutralité, mais d'une laïcité combattante. Et c'est aussi un homme qui veut faire de l'école un outil politique, et qui veut faire de l'école un outil d'éducation. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la laïcité, pour Ferry, ce n'est pas la neutralité politique du tout. C'est même le contraire. Pour pouvoir faire que l'école s'engage résolument pour consolider le régime républicain, alors il faut prendre la tête de l'école. Et à partir de là, pourquoi faut-il la prendre? Parce que sans quoi, si ce sont les frères ou les sœurs qui sont à la tête de l'école, qui la font fonctionner selon leur idéologie, à l'époque, l'Église est massivement anti-républicaine, il n'y aura pas d'affermissement de l'État républicain. Il ne faut jamais oublier que dans le monde moderne, au moment où la Troisième République fait, il n'y a guère de précédent, sauf les USA et la Suisse. Donc, c'est un régime précaire. La République se crée et tâtonne, certainement. Est très précaire, et le souci, c'est de l'affermir. Il faut savoir que Ferry, de ce point de vue-là, est toujours dans l'optique de l'État éducateur. C'est-à-dire, et il dit, pourquoi l'État doit-il s'occuper de l'enseignement et de l'éducation? Mais c'est pour d'abord lui-même. Il dit, c'est pour mettre en place une morale d'État ou des doctrines d'État nécessaires à sa conservation. Au fond, c'est parce qu'il veut une école républicaine qu'il faut se séparer des confessions, et d'abord de la confession catholique, et non pas l'inverse. Alors, il y a une forme de religiosité, d'une certaine manière, chez Jules Ferry, une religiosité républicaine et laïque, mais une religiosité. Ce sont d'ailleurs ses propres paroles. Il dit la religion de la patrie, la religion qui n'a pas de dissident. Vous voyez, on peut voir aussi dans son allié, d'une certaine manière, Paul Bert, celui qui est à l'origine de la généralisation des écoles normales de filles, et qui a été ministre fugitivement, qui dit il faut une foi commune, une pensée unique qui sera faite par l'éducation civique, la religion de la patrie. Autrement, nous n'aurons que des personnes dispersées en France. Alors, avant d'en venir à l'opposition avec Condorcet, que vous avez travaillé, juste un mot, Jules Ferry, c'est pas quelqu'un qui a l'idée d'une école sociale, d'une école qui va éradiquer les inégalités. Il est plutôt sur le plan d'une finalité idéologique, philosophique. Il s'agit de faire des citoyens. Nous avons affaire à une république jacobine, nationaliste. La question est la question de l'unité, et de l'unité contre les autres pays. Et donc, nous avons un abord extrêmement idéologique. Ça se voit bien, en particulier, dans des disciplines comme l'histoire et la géographie de la France. Alors, il laisse subsister, à côté des écoles primaires publiques gratuites, un système public qui est en quelque sorte payant et privé, pour privilégier. Alors, nous avons une forte vision à l'intérieur de l'école d'État, de l'école publique, et qui est revendiquée totalement par Jules Ferry, sans aucun état d'âme. On a d'abord une école, bien entendu, pour le peuple, et à juste titre, son nom lui est associé, avec les écoles communales. Au-dessus des écoles communales, des cours complémentaires ou des écoles primaires supérieures, c'est des cours complémentaires développés. Et puis ensuite, les écoles normales primaires et éventuellement les écoles normales primaires supérieures de Clou et Fontenay qui alimentent les professeurs d'écoles normales primaires. On a donc tout à fait un système vertical, et c'est l'école du peuple. À côté, on a une école des privilégiés depuis les toutes petites classes, 11e à 7e, jusqu'au baccalauréat, là, reste payant. Il dit, et ça n'a aucun état d'âme pour Jules Ferry, qui dit, elles se sont multipliées, ces écoles, et c'est très bien pour les parents qui ont des ambitions supérieures aux autres, pour leurs enfants, d'aller dans ces écoles payantes. Alors, nous ne sommes pas encore à l'époque de la revendication de l'école unique. Pas du tout. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu de revendication de l'école unique si l'école n'avait pas été duale avant. Alors Jules Ferry, on a bien vu qui c'était. Dans votre ouvrage, vous opposez Jules Ferry et Condorcet. Alors Condorcet est un personnage mythologique aussi, dont l'image a été souvent revendiquée par tout le monde, antérieure bien sûr à Jules Ferry, Révolution française, et dont vous nous dites qu'il apporte une vision de certaine manière plus moderne que celle de Jules Ferry de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Condorcet a une pensée quasiment intempestive par rapport à la Révolution française. Le problème, c'est-à-dire qui a été renouvelé sous la Troisième République, c'est comment, pour les
révolutionnaire, c'était comment faire adhérer à la révolution, au régime nouveau, tout à coup, soudainement, très vite. Donc, ils en déduisent qu'il faut éduquer parce qu'il faut prendre tous les moyens, y compris les moyens de persuasion, voire les moyens d'endoctrinement, repris de formes de l'Église, catéchisme révolutionnaire, des icônes, les chansons, les fêtes, les images, s'emparer l'imaginaire et l'imagination. Or, ça, ce que ne peut pas supporter Condorcet, qui est un homme des Lumières, de la raison, un rationaliste, et pour lui, l'éducation doit se faire dans les limites de l'instruction, étant entendu que l'instruction, c'est la culture du jugement rationnel informé, c'est pas l'accumulation de connaissances. Alors Condorcet, à l'époque de la Révolution... Condorcet refuse cela. Il y a un discours de Rabot-Saint-Étienne extrêmement intéressant. Qui lui est contre Condorcet. Qui dit il faut distinguer l'instruction publique de l'éducation nationale. Ce sont ces termes. Il dit, l'instruction publique exerce et éclaire l'esprit. L'éducation nationale forme le cœur. L'une, c'est-à-dire l'instruction publique, donne des lumières. L'autre, c'est-à-dire l'éducation nationale, donne des vertus. La première est l'apanage de quelques-uns, l'instruction publique. La seconde doit être donnée à tous. Nous sommes typiquement, alors aussi dans un autre courant des Lumières, mais le courant des Lumières, élitisme républicain. C'est-à-dire l'élite doit être éclairée, mais le peuple doit être éduqué. Dans cette opposition éducation-instruction. Et l'originalité de Condorcet, c'est qu'il refuse cela et il dit normalement l'instruction est pour tous. C'est l'idée au fond que le citoyen, c'est un co-souverain. Il y a un souverain collectif. Et le souverain collectif sera d'autant plus éclairé que chacun de ses membres sera éclairé. C'est une belle ambition qui est encore devant nous. Moi, j'espère qu'elle est à notre ordre du jour, mais je suis peut-être encore un naïf complet. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'effectivement, nous prenions enfin au sérieux la leçon de Condorcet et que l'on se donne les moyens d'éclairer le jugement de tous les jeunes qui sont dans cette école obligatoire dont nous allons parler? Bien, normalement, nous avons donné un temps extraordinaire aux jeunes pour qu'ils soient éclairés. Si vous prenez le début du siècle, du XXe siècle, au fond, la moyenne des élèves sont à l'école à peine 7 ans. Maintenant, ils entrent à l'école au pire, c'est-à-dire à 3 ans. À 18 ans, il y en a encore 85% à l'école. Et moi, ma question, c'est qu'avons-nous fait de ce temps beaucoup plus long pour former des citoyens, des co-souverains éclairés? Éclairés sur un tas de questions. Éclairés sur l'économie, éclairés sur le droit, éclairés sur leur histoire, éclairés sur des problèmes biologiques, de façon à ce qu'ils puissent au moins comprendre les termes du débat, les termes de débat importants, qu'ils soient de l'ordre de l'écologie, du développement durable, de la mise en place de l'Europe, et que, au fond, ce ne soit pas quelques passions ou quelques images qui s'emparent d'eux. Alors là, nous en arrivons à ce qui va être probablement le cœur de notre entretien, qui est le cœur de votre travail. C'est la mise en place progressive de ce projet d'école obligatoire, de scolarisation obligatoire, qui commence avec Jules Ferry, se prolonge jusqu'à nos jours. Vous pensez qu'il y a une continuité école primaire, collège, qui s'est construite au fur et à mesure de l'histoire pour arriver à cette école de base que la République appelle de ses voeux? Comment passe-t-on de 2 ordres verticaux à des strates horizontales? Je pense bien que ce n'est pas facile. C'est plus facile aux 2 extrêmes, c'est-à-dire au niveau élémentaire. Finalement, au niveau élémentaire, il a fallu quand même 30 ans pour aligner, en quelque sorte, les classes élémentaires des lycées et collèges sur les écoles communales. Ça s'est fini quand, ça? Ça s'est fini, au fond, dans les années 1960. C'est-à-dire au moment où on a eu besoin vraiment de tous les locaux dans l'explosion de la continuité de la scolarisation obligatoire et l'arrivée du baby-boom. Donc là, c'est au fond contraint et forcé. Donc l'école primaire unique, avec une série d'étapes. C'est 1960, c'est très récent finalement. L'achèvement au niveau de l'école élémentaire, la suppression totale de ces classes. Mais auparavant, elles s'étaient rapprochées au niveau de leurs encadrements, puis ensuite au niveau de leurs programmes. Mais c'était tout un processus très long, avec d'ailleurs une résistance du corps du secondaire. Ils ne voulaient pas se séparer de ces petites classes. Le problème central,
centrale était au centre. C'est-à-dire quel corps enseignant avait la légitimité, le pouvoir d'encadrer les enfants de 11 à 15. Et il y a une lutte épique extrêmement longue qui n'est pas encore achevée entre les tenants d'une école obligatoire qui était revendiquée par le corps primaire en disant l'école obligatoire, c'est nous. Donc le collège, c'est l'école obligatoire c'est et c'est le prolongement de l'école primaire. Et ceux du secondaire disant ça c'est pas possible. Si on nous ampute de premier degré du second degré, nous avons un second degré qui a déjà été amputé et alors là il est quasiment sans jambes. Pas possible et une lutte continuelle. Du côté du primaire, on argue du fait qu'on connaît mieux les enfants d'origine populaire et qu'on sait mieux s'en occuper d'un point de vue pédagogique et qu'on a un souci pédagogique effectif, car il s'agit de longue date de faire réussir tout le monde et non pas de faire réussir ceux qui réussissent. Dans le secondaire, la tentation, c'est d'être employé, de s'être employé à faire réussir ceux qui réussissent, et certaines d'origine sociale. Mais il le revendique en disant, s'il y a une prolongation de la scolarité pour tous, c'est nous. Il y a une longue bagarre, donc une longue bagarre qui pèse aussi sur la question de la formation des enseignants et la question pédagogique, puisque le camp du primaire se trouve assimilé plus ou moins au camp pédagogique, et le camp du secondaire se revendique de la culture, des disciplines culturelles. Alors, on prête à Jules Ferry cette formule, pour devenir instituteur, il faut aimer les enfants, pour devenir professeur de mathématiques, il faut aimer les mathématiques. Donc on aurait là deux formes de santé différentes qui s'opposeraient, qui incarnent l'une la culture primaire globale, qui accompagne l'enfant, qui lui permet de se développer, et l'autre, une culture secondaire, plus disciplinaire, qui le tire vers le haut et vers des exigences qui sont celles de l'enseignement supérieur. On a compté sur l'élévation du plafond pour élever le plancher. Alors expliquez-nous ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le secondaire peut s'emparer du premier degré, en gros, on va appeler secondaire, ce qu'on appelle maintenant le collège, il y a des enfants de 11-12 ans, au fond, la culture et les exigences qui paraissent obligatoires, ce sont celles qui sont définies dans chaque discipline en disant il faut une culture commune de haut niveau. Mais le haut niveau, c'est peut-être le plafond. Et peut-être que ce serait plus habile et plus opératoire de se poser la question de quelle culture plancher, c'est-à-dire qui est obligatoire. Qu'est-ce qu'il est indispensable? Qu'est-ce qui n'est pas permis d'être ignoré et d'être misé pour quelqu'un du XXIe siècle et pour tous? Donc c'est la question d'une culture commune de base ou d'un socle commun de connaissances et de compétences par rapport à la question du collège unique qui est posée, qui est une vieille question, qui est là de façon récurrente depuis que le collège unique a été normalement décidé. On ne peut pas dire qu'il a été installé à cause de ça précisément. Je signale que dans les derniers temps, la loi d'orientation de Fillon, pour la première fois, met le collège dans le cadre de la scolarité obligatoire. Parce que la question est de savoir si le collège est dans le cadre de la scolarité obligatoire et ou s'il est au contraire le premier degré du secondaire. On va peut-être reprendre les choses, si vous voulez bien, sur le plan un peu plus chronologique, après avoir brossé les enjeux généraux de cette mise en place du collège. 1959, la réforme Berthoin. On décide que tous les enfants vont tous être scolarisés jusqu'à 16 ans. Alors c'est une réforme importante, volontariste, menée par le général de Gaulle et son gouvernement. Ça va prendre un certain temps. Globalement, c'est la réforme qui va mettre en place le système du collège actuel. Et ce n'est qu'en 68 qu'à peu près tous les élèves de 16 ans accèdent à la classe de 3e. Que pour autant, tous ces élèves qui ont accédé à cet enseignement secondaire ont accédé aux objectifs alors par l'enseignement secondaire. Un des problèmes qui n'avait pas été résolu par la réforme Berthoin, c'est de définir ce qu'on attendait de cette scolarité obligatoire qui était au fond augmentée de 2 ans. Normalement, on avait le temps, puisqu'on avait dit cela va concerner ceux qui ont 6 ans au moment de la décision. Donc, ne devient effectif qu'à partir de 1967. On avait normalement le temps d'y penser, de le préparer. Mais entre-temps, De Gaulle fait une deuxième réforme, car ce qui lui importe essentiellement pour lui, c'est d'alimenter un recrutement élargi du supérieur et des universités, car dans la bataille vis-à-vis du marché commun, bon nationaliste moderne, De Gaulle est persuadé que la nation qui tirera son épingle du jeu est la nation qui aura le plus de cadres. Pas de cadres sociologues ou littéraires, mais de cadres sur le plan financier, scientifique, technologique, commercial. Et il veut, de façon volontariste,
une augmentation du nombre des étudiants. En 10 ans de mon règne, le nombre d'étudiants est multiplié par 2,5 et le budget du supérieur hors inflation multiplié par 4. Jamais personne n'a fait ça avant lui, jamais après il a été récompensé, pigantation des étudiantes, c'est ça le jugement immanent de l'élite. Ça fait réfléchir les autres. Or, ce qui lui comptait, donc, c'était l'élite. Et il fait le CES, le Collège d'enseignement secondaire, pour que tous les bons élèves, quelle que soit leur origine géographique ou institutionnelle ou sociologique, continuent des études. Autrement dit, on fait un pas décisif vers l'élitisme républicain avec De Gaulle, pour des raisons nationales. Mais le problème des autres n'avait pas été résolu, car le problème des autres, c'est de définir la culture scolaire que l'on attend pour tous. Et nous sommes, depuis ce temps-là, en attente d'une véritable décision. Elle a été décidée en principe par la loi d'orientation, mais on peut s'interroger sur sa mise en place et aussi les enjeux. Alors, De Gaulle donc, n'a pas de visée de création d'une école obligatoire pour tous. C'est pas sa priorité. C'est pas sa priorité. Alors, ça va être Giscard d'Estaing qui va le faire et qui va le faire avec René Haby. Alors, la stupéfaction générale, c'est que Giscard d'Estaing s'empare de cette question. Évidemment, 67, 68, les années qui suivent, c'est une remise en ordre, on n'a pas le temps de s'en préoccuper. Et dès qu'il arrive au pouvoir, 2 mois après, il s'empare de cette question en disant que c'est lui qui s'en occupe. On s'aperçoit que dans la Ve République, celui qui peut décider vraiment quelque chose de fondamental, c'est le chef de l'État. Et assez souvent contre son Premier ministre, voire son ministre de l'Éducation nationale. C'était le cas avec Fouché, qui n'était pas favorable au collège d'enseignement secondaire, mais c'est une réforme Fouché. C'était le cas de Haby, vis-à-vis du collège unique, et il n'était pas favorable au collège unique. Même le général de Gaulle, qui voulait justement une sélection orientation claire, n'a pas réussi à l'avoir parce que Pompidou freinait des 4 fers. Alors Giscard, lui, décide de faire le collège unique, c'est-à-dire là où il y avait ce qu'on appelait des filières au sein du collège, de mettre tous ses enfants dans les mêmes classes, dans des classes a priori hétérogènes, sauf pour des cas très particuliers, à qui on propose le même programme avec quand même un petit dispositif qu'on appelle à l'époque de soutien et d'approfondissement pour corriger les difficultés ou les inégalités qui peuvent exister entre les élèves. Mais c'est quand même un bon qualitatif, ça. C'est un choix politique inédit de créer, pour la première fois en France, un établissement unique dans lequel il y a tous les enfants d'une génération jusqu'à 16 ans. C'est tout à fait l'ambition de Giscard d'Estaing, même type d'établissement, l'ensemble des élèves. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait des mesures institutionnelles et organisationnelles, il faut aussi définir la culture scolaire plancher. Parce que le soutien et l'approfondissement, ça se fait sur quelle base? Les programmes ne définissent pas vraiment ce qui doit être acquis, si bien que ça ne marche pas. C'est le chaos. C'est le chaos, d'autant plus que les enquêtes très vite montrent que les heures dites de soutien et d'approfondissement sont transformées en heures de cours normales et que le collège s'homogénéise avec des élèves hétérogènes. C'est là un grand paradoxe. Eh bien, ces pratiques-là disparaissent et on met tous les élèves en quelque sorte au régime des bons élèves, de ceux qui étaient les bons élèves. Est-ce que c'est pas un des points les plus problématiques du collège unique? C'est automatique. Tout problème est de savoir si on peut définir par le plafond ce qui est attendu pour tous ou si on doit définir une culture plancher. Alors le mot plancher est un peu... quand on entend plancher... Ça fait terre à terre. Ça fait terre à terre, ça fait... Bon, en gros, on dit ça manque d'ambition. Mais dire de haut niveau, ça ne veut rien dire. Pour la scolarité obligatoire, en 1848, il y avait eu un projet de Carnot d'école obligatoire. Fallou, comte de Fallou, réactionnaire comte de Fallou, vient au pouvoir. Et il explique pourquoi il ne va pas faire l'école obligatoire. Parce qu'il dit, comment définir l'école obligatoire? Demandez-vous peu, demandez-vous beaucoup. Certains ne suivront pas. Demandez-vous peu, vous ferez baisser le niveau. Si on raisonne en termes de niveau, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas. Ça, c'est la solution de ceux qui voient les choses d'en haut, de haut. Ferry rompt le cercle vicieux en ne se posant pas la question du haut ou du bas niveau, mais de ce qu'il n'est pas permis d'ignorer. C'est une question éminemment redoutable aussi, mais elle peut avoir des solutions, puisque la première ne peut pas en avoir, parce que c'est contradictoire de dire que tout le monde doit être de haut niveau. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, Claude Lelièvre, mais un sur justement l'école obligatoire, pourquoi faire? Et vous ajoutez en sous-titre une question trop souvent éludée. Vous venez de nous donner très largement l'explication. Aujourd'hui, je vous posais la question précisément, l'école obligatoire, pourquoi faire? Pour enseigner à ce qu'il n'est pas permis d'ignorer, d'accord, et il faut aussi définir comment on va se prendre. Alors, l'école obligatoire, pourquoi faire? Êtes-vous partisan d'une école unifiée ou d'une école où ses objectifs
objectif plancher soit atteint par des voies différentes, comme on l'entend dire ici ou là? Moi, je pense que ce qui est essentiel dans cette affaire, c'est de définir de façon très précise les objectifs et les évaluations. Étant entendu que si on ne définit pas les évaluations, on n'a toujours rien dit, on se paye de mots. Alors, une évaluation de fin de scolarité obligatoire qui aujourd'hui n'existe quasiment pas. Il y a quasiment pas. On peut aussi imaginer quelques étapes intermédiaires, mais sans qu'elles se bloquent dessus. Un examen dans lequel un 12 en anglais récupère un 8 en maths ne permet pas de vérifier que tout le monde a atteint les objectifs en maths. Et surtout, si on pense ça, une excellence quelque part ne compense pas un déficit autre part. D'ailleurs, dans le décret de la loi sur la question commune de compétences, 2005, donc, c'est précisément marqué. C'est-à-dire que normalement, les grandes compétences ne sont pas compensables. Une médiocrité en maths ne peut pas être compensée par une excellence en langue. Ça n'a aucun sens si on considère qu'il y a des choses indispensables pour un citoyen équilibré et un homme équilibré. Absolument. Cette question est une question pour moi qui renvoie à la co-souveraineté, à la citoyenneté, et non pas donc à un classement. Car l'idée qu'on compense des notes mauvaises par de l'excellence, et là, ça c'est l'idée de concours, c'est l'idée de distinction. C'est pas la logique de la scolarité obligatoire, c'est pas la logique de la co-souveraineté, c'est pas la logique de la citoyenneté. Il faut une école de la République pour que tout le monde acquiert, on va dire, les fondamentaux de la citoyenneté, d'un bien commun, et tout le monde soit capable d'être un citoyen qui participe à l'agora, débat du bien public et qui élabore l'intérêt collectif. Mais pour ça, vous ne pensez pas qu'alors là, il faut radicalement changer notre fusil d'épaule? Vous dites de nouvelles évaluations. Ça veut dire qu'il faut probablement, à la fin de la scolarité obligatoire, un vrai examen intelligent, qui soit symboliquement fort que l'est aujourd'hui le brevet national des collèges et qui se substitue peut-être au baccalauréat? En l'état actuel des choses, optimisons au maximum ce que nous avons de 3 à 15-16 ans. Tous les sondages depuis de très longues années montrent qu'en réalité, même les enseignants sont hostiles à une scolarité obligatoire jusqu'à 10 ans, à part 15 ou 20%. Donc, on ne va pas passer au-dessus de son nombre. Faisons déjà mieux avec ce que nous pouvons avoir. Donc, alors, une bonne évaluation construite solidement sur un principe pédagogiquement cohérent à la fin de la scolarité obligatoire. Mais alors, ce collège, il va former à cette évaluation. Vous le voyez comment? Vous le voyez avec des classes hétérogènes? Vous le voyez avec des classes plus homogènes en fonction des difficultés de chacun? Comment vous l'imaginez? Si on prend au sérieux que cela concerne socle commun de connaissances ou de compétences, en tout cas, c'est culture plancher, l'ensemble des compétences que l'on considère comme indispensables, et pas dans certaines compensées par d'autres. Ça veut dire une organisation complètement différente des cursus et de la façon d'aborder les choses. On ne peut pas faire ça dans le cadre de classes simultanées à évaluation à chaque année où on se demande si on va redoubler ou non. Ça n'a aucun sens. Manifestement, si on doit tenir compte que les uns ont tel ou tel thé dans tel ou tel type de matière plutôt que dans d'autres, etc., il faut inventer des cursus souples, très souples, diversifiés, avec d'approches diverses, etc. Bien entendu, sans quoi ça. Et alors, vous ne craignez pas des ghettoisations à ce moment-là, avec des systèmes qui enferment des gens dans des tubes au nom du fait qu'ils sont plus faibles ou forts? Oui, comme d'une certaine manière, sauf quelques-uns, tout le monde. N'oublions pas que souvent on raisonne en disant, c'est une erreur fondamentale, que la question, et j'y reviens, donc la question de la culture commune de base, ce serait pour les mauvais élèves. Donc on dit, à ce moment-là, il va y avoir double vitesse, il y en aura d'un côté. Mais moi, si on a bien compris ce que je viens de rappeler, ça concerne pratiquement tous les élèves, à un moment ou à un autre, plus ou moins, sont en difficulté dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel type de compétences. Donc la ghettoisation, elle sera forcément beaucoup moindre qu'on ne le pense, puisque tout le monde, sauf quelques-uns d'exception, sera concerné. Et on peut imaginer que ceux-là vont servir... Donc ce n'est pas l'idée d'une école à deux vitesses. Alors là, c'est des écoles à vitesse multiple et à cursus multiple. Vous êtes historien de l'éducation, Claude Lelièvre, qui avait passé votre temps à étudier les résistances au changement, qui savait à quel point, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, il faut une impulsion présidentielle, il faut un ministre qui soit lui-même volontaire, il faut une administration qui soit très efficace, il faut des cadres intermédiaires qui soient très accompagnateurs et formateurs, il faut toute une série de choses. Vous nous proposez là des objectifs d'une ambition absolument extraordinaire. Est-ce que vous ne pensez pas que l'historien, le scientifique et l'historien peuvent démentir l'optimisme
l'optimisme du philosophe de l'éducation. Alors, je reconnais que c'est extrêmement difficile, mais je veux dire, si ce n'est pas fait, ceux qui craignent une école ultralibérale l'auront. Alors ce sera quoi? Ce sera alors là, il y aura une école à la carte. Il y aura avec une école à la carte avec des parcours très diversifiés, mais des objectifs très diversifiés. Donc, où sera le bien commun? Où seront les repères pour mettre au centre la question de la co-souveraineté? Où seront les repères pour mettre en place une école de la République républicaine? Nous aurons tout à fait autre chose. Si ça ne se met pas en place, ce sera la dérive des continents scolaires. Alors, il faut que chaque parent enseigne, mesure, y compris pour leur statut fonctionnaire, ces dérives. À terme, c'est emporter totalement le socle sur lequel ils ont un statut de service public, voire plus socle d'une institution. Donc, il faut qu'ils le mesurent. Donc, vous pensez que l'évolution est la seule garante maintien du principe républicain? Encore, il n'y a aucune raison. Et les dérives conduiront, et au bout d'un certain temps, tout le monde en prendra acte. Bien. Deuxièmement, il y a, alors, avec leur à l'âge de 15-16 ans, les évaluations internationales qui pèsent. Comment sommes-nous placés? En gros, les 40 à 50% de nos élèves les mieux placés sont, par rapport aux autres pays développés, nous sommes dans une bonne moyenne. Des élèves qui sont en grande difficulté en France, nous sommes aussi dans une bonne moyenne. Où on est en dessous de la moyenne de l'OCDE, c'est pour les élèves moyens médiocres. Il y a de la marge pour progresser. Il faut qu'il y ait un chef d'État décidé là-dessus, bien placé, comprenons l'affaire, pas si on l'a et si on l'aura. Il faut une conjonction internationale qui pèse. Il faut des possibilités peut-être de dégagement de moyens pour des réformes, même des réaménagements de moyens peuvent aussi être intéressants. Il faut quand même savoir que le primaire coûte en dessous de la moyenne internationale. Le collège aussi. Et le collège aussi. En revanche, le lycée nous coûte très cher. Alors qu'est-ce qu'on veut? C'est aussi, au fond, la traduction de toute cette politique. Si on privilégie l'élitisme républicain, beaucoup, les lycées et leur dépendance dans le supérieur, ils reviennent très cher. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais en soi. Non, mais c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix sur lequel les citoyens doivent débattre. Il n'est pas la peine de dire on fait des efforts extraordinaires, soi-disant, pour ceux qui sont mauvais et médiocres, alors qu'en fait, on fait surtout des efforts financiers et d'encadrement pour ceux qui sont bons et sursélectionnés. Alors, choisissons. Et moi, je choisis l'école obligatoire. Je choisis d'abord l'école tous parce que j'en viens et parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour une école républicaine. Avant de nous quitter, je voudrais qu'on aborde quelques questions sur lesquelles vous avez travaillé récemment, celui de la violence scolaire. Vous avez consacré un ouvrage qui s'intitule « Histoire vraie des violences à l'école ». Alors, ça veut dire qu'il y a une histoire des violences, c'est pas les violences? Mon investigation historique montre qu'il y a eu toujours des violences à l'école, pas du tout marginales, y compris dans les établissements d'élite, et qu'elles sont sous-estimées. Donc, ça a été, mais on essaye de faire qu'on en parle le moins possible à l'extérieur. L'institution ne prend pas de face cela. Elle a une tendance à considérer que la violence scolaire ne vient que de l'extérieur, est le fait de marginaux et à la marge. C'est non seulement une erreur de diagnostic, mais c'est une faute. Parce qu'à partir de là, on ne peut pas faire face à ce phénomène. Il ne s'agit pas de l'éradiquer, il ne s'agit pas de revenir à un sanctuaire qui n'a jamais existé sur ce plan-là. Il s'agit d'essayer de diminuer l'intensité. On peut faire des violences, mais pour faire qu'on les diminue, encore faut-il être persuadé que ce n'est pas à la marge le fait de marginaux, que c'est d'une certaine manière ordinaire, mais ce n'est jamais banal. Alors, vous ne niez pas quand même que la violence est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ou 20 ans? Je vous dirais que, honnêtement, je n'en sais rien. Tout le monde a plus ou moins le sentiment de cela, c'est peut-être vrai, mais si on se pose la question comment objectiver et comment avoir des preuves, on n'en a pas. Pour une raison simple, c'est que, un peu comme à l'instar des viols, on ne sait jamais si ce qui change, c'est la réalité des viols ou le nombre de gens qui portent plainte ouvertement, semi-ouvertement, etc. On ne sait pas et on ne saura jamais. À mon avis, le problème n'est pas là. Le problème est de ne pas le sous-estimer et d'essayer de prendre en compte des expériences nationales et internationales où on peut savoir que ça a diminué dans tel cadre, très précis, telle forme. Je voudrais ajouter un point qui est extrêmement important. Pourquoi je me suis aussi intéressé aux violences? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand un problème vient dans la surface politico-médiatique. Il y a deux exemples où ça vient presque tout à coup. C'est la question de
l'illettrisme, il apparaît en 2-3 ans. Bien entendu, le fait que ça apparaisse comme thème politico-médiatique est tout à fait nouveau. Mais le phénomène, lui, dans la mesure où il existe, ne l'est pas. C'est la même chose au niveau de la violence scolaire. Il y a des cas de violence scolaire dans la presse avant 1989-1990. Mais le thème de la violence scolaire, comme thème politico-médiatique, apparaît en décembre 1989. Vous pensez bien que ce n'est pas par rupture de la réalité, une rupture de la perception. Mais la perception est aussi une réalité. C'est la question de l'école comme institution et de l'école comme sanctuaire. Simplement, sur la question de la violence, on ne peut pas nier aujourd'hui que les professeurs dans leur ensemble, et en particulier au niveau du collège, se vivent comme victimes de plus en plus de violences, se vivent dans des situations de plus en plus difficiles et considèrent que leur métier est devenu de plus en plus compliqué. Alors, c'est une réalité. Alors, pourquoi je vous interroge là-dessus? C'est parce que vous êtes un ardent défenseur de l'école obligatoire, du collège une pour tous, et en même temps, vous vous intéressez à la question de la violence. Vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction dans le fait que, justement, c'est devenu de plus en plus difficile et que vous en demandez encore plus? Je crois qu'il faut tout essayer de demander des choses plus ajustées, avec une vérité des prix nettement plus clarifiée, avec des repères nettement plus déterminés. Un bon nombre d'enseignants ont un idéal de fonctionnement, indépendamment même des violences scolaires, un idéal de fonctionnement, une représentation de ce qu'ils devraient faire et devraient enseigner, qui fait que du coup, ils considèrent que ce qu'ils font, c'est d'ersatz, qu'ils le font de façon honteuse. Et au lieu qu'il y ait des déterminations collectives, c'est pour ça que je sais tellement sur la question d'une culture planche collective. Au fond, on est dans l'isolement. Chacun, dans son coin, bricole des ajustements, mais il les bricole en pensant que peut-être il faillit à sa tâche. D'autre part, on ne prend pas en compte un certain nombre de choses. Je trouve scandaleux que dans le cahier des charges des UFM, il n'y ait rien eu de spécifique sur la question des violences scolaires. Ça me paraît tout à fait intéressant. Alors, on pourrait s'imaginer que la formation à la gestion des conflits devrait être le fait de tout le monde, du métier. Donc, on touche là à la question, bien sûr, redoutable de la formation des contenus, mais aussi une question culturelle. Cela va ensemble. Et chacun est seul. Il est seul pédagogiquement, seul culturellement, seul face à la gestion des conflits. Qu'il y ait de l'angoisse, qu'il y ait des maladresses, qu'il y ait des parcours complètement tumultueux de la part des élèves, n'est pas étonnant. Autrement dit, moi je m'étonne, je reviens au début de je m'étonne qu'avec autant de temps passé à l'école, on ait cette médiocrité des résultats. Et je n'accuse pas tel ou tel enseignant dans sa solitude, c'est l'ensemble du fonctionnement qui est en cause. Alors, ou bien on avance, ou bien on éclate. Mais vous pensez réellement que le risque qu'un certain nombre de nos concitoyens disent l'école obligatoire ne fonctionne pas parce qu'il y a de la violence, boutons les violents et les barbares dehors pour rester ensemble entre élèves calmes, sereins et tranquilles, vous ne pensez pas que ce risque est réel et qu'à terme, c'est à ce moment-là le pacte républicain qui est rompu? À terme, c'est ça, d'autant plus que c'est un phénomène sans fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours un dernier wagon à décrocher. Et il y a toujours le plus violent, le plus faible, le moins adapté. Donc c'est un phénomène sans fin. C'est-à-dire qu'on commence par larguer certains et ensuite, il ne faut pas s'engager dans cette logique. Il ne faut pas s'engager dans cette logique si on veut être du côté d'un pacte républicain et de l'idée que la République ne peut exister que par une école de tous et pour tous. On va terminer par cette question que vous avez traitée dans votre avant-dernier livre qui s'intitule « Les profs, l'école et la sexualité » et qui commence par cette phrase quand même « Oui, les profs ont un sexe ». Alors, on n'en doutait pas, mais pourquoi vous êtes-vous intéressé à la question de la sexualité à l'école? Une école, c'est pas seulement un local, c'est une morale qui englobe à la fois les enseignants et les enseignés. Alors, Dieu sait si celle de la Troisième République fonctionnait soit sur la sublimation, soit sur la dénégation ou le refoulement. Au fond, le sexe ne devait pas être là. Et d'ailleurs, l'idéal, c'est éventuellement un idéal de dévouement, surtout pour le personnel féminin. Et donc, il valait mieux qu'il soit célibataire, une sœur laïque, avec le costume adéquat. Donc, l'évacuation fondamentale est bien le sanctuaire au sens propre du terme. Il y a un paradoxe, paraît extraordinaire, c'est que à peu près au moment où la morale est retirée des programmes, c'est quelle époque? Chevènement. Ça paraît curieux, mais c'est le 1995. C'est le civisme, etc. Ou alors, la question du civisme est une façon de parler de morale sans en parler. Absolument. La morale se retire. Et c'est à ce moment-là que se pose la question d'un enseignement, d'une éducation à la sexualité. C'est quelque chose d'assez paradoxal. Non seulement l'instruction, mais l'éducation, car ça se fait en deux temps. Dans les années 70, un petit peu après 68,
suite, vu les bouleversements, il faut bien traiter la question. Alors on sépare et on dit instruction sexuelle, C'est la biologie. mais pas éducation sexuelle, ou alors à la demande parce qu'il y a un problème de laïcité, etc. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas une morale sexuelle, s'il y en a plusieurs, comment éduquer? 2003-2005, on dit non seulement instruction morale, mais éducation. Alors, sur quelle base? Puisqu'il n'est pas question de revenir à une morale, à un sanctuaire. À une morale religieuse, en tout cas. On s'oriente vers la question des droits, avec d'ailleurs un conflit entre le droit A et le droit de. Le droit à être protégé des sollicitations sexuelles alors qu'on est encore trop jeune. Et le droit de s'exprimer. Et le droit de s'exprimer, y compris dans les... Claude Lelièvre, merci. Je crois que vous venez de résumer admirablement tout ce qui crée la tension et le caractère passionnant de votre travail, cet équilibre extraordinairement difficile et que le politique et la philosophie politique, mais historien que vous êtes, a tenté d'analyser entre les individus singuliers qui s'inscrivent une institution collective, entre l'abstraction du sujet citoyen et puis le concret du garçon, de la fille, violent parfois, paresseux de temps en temps. Et il nous faut faire dans l'école de la République des institutions collectives pour des individus singuliers. C'est un sacré travail d'invention, un travail que vous avez contribué à éclairer par vos recherches, que vous avez contribué aussi à élaborer par vos apports différents dans des commissions, dans des groupes. Un travail dont nous vous remercions. Merci encore de cet entretien, Claude Lelièvre. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez retrouver les propos de Claude Lelièvre, ses propositions, ses analyses dans ses nombreux ouvrages auxquels je vous renvoie. Et je vous donne rendez-vous bientôt, sans doute, pour un nouveau numéro des grands témoins de l'éducation.